Il y a des silences qui parlent plus fort que n'importe quel message. Et parmi eux, le no-contact est probablement l'un des plus puissants, mais aussi des plus mal compris. Tu crois peut-être que lorsqu'elle revient après une période de silence, c'est parce que tu lui as manqué d'une manière simple, presque évidente, comme une nostalgie soudaine, un vide émotionnel qu'elle ne pouvait plus supporter. Mais la réalité est plus complexe, plus subtile, et surtout, elle ne se joue pas uniquement sur le terrain des émotions conscientes. Dans la vision stoïcienne du monde, ce que nous croyons contrôler est souvent une illusion. Marc Aurèle rappelait déjà que nous ne maîtrisons ni les réactions des autres, ni leurs pensées, seulement nos propres actions et notre propre posture intérieure. Et pourtant, dans les relations humaines, beaucoup cherchent encore à contrôler l'absence, comme une stratégie, comme un levier. Mais ce qui agit réellement, ce n'est pas le contrôle, c'est la transformation. Quand une personne s'éloigne, il se passe quelque chose de profond dans l'esprit humain. Ce n'est pas seulement une coupure de contact, c'est une rupture de continuité émotionnelle. Le cerveau humain déteste les histoires inachevées. Il cherche des réponses, des repères, une cohérence. Et dans ce vide, il commence à réévaluer ce qu'il a perdu ou cru perdre. Mais attention, c'est ici que la plupart des hommes se trompent. Ils pensent que le simple fait de disparaître suffit à créer de l'attraction, comme si l'absence était une formule magique. En réalité, l'absence n'a de pouvoir que si elle est précédée d'une présence marquante. Sinon, elle n'est qu'un vide, vite comblé. Épictète disait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur eux. Dans le contexte du no-contact, cela signifie que la manière dont elle interprète ton silence est bien plus importante que le silence lui-même. Et cette interprétation dépend entièrement de ce que tu étais avant de disparaître. Si tu étais prévisible, disponible à l'excès, émotionnellement transparent, alors ton absence crée certes un manque, mais pas forcément un désir profond. Elle crée un vide, pas une tension. Et le désir naît rarement du vide simple. Il naît de la tension entre ce qui était et ce qui aurait pu être. C'est ici que la psychologie humaine devient fascinante. Sénèque expliquait que l'esprit humain souffre plus de l'imagination que de la réalité. Lorsqu'une personne s'éloigne, l'esprit de l'autre commence à réécrire l'histoire. Elle ne se souvient plus uniquement des moments vécus, mais aussi de ce qu'elle a interprété de ces moments. Et surtout, elle commence à combler les blancs. Le no-contact, dans ce sens, n'est pas une technique, c'est un révélateur. Il révèle ce que tu étais réellement dans l'esprit de l'autre. Pas ce que tu pensais être, ni ce que tu voulais projeter, mais ce qui a été ressenti, absorbé, intégré. Et c'est là que la plupart des retours se jouent, pas dans un message, pas dans une stratégie, mais dans une réévaluation silencieuse. Elle ne revient pas parce que tu es parti, elle revient parce que quelque chose en elle a changé pendant ton absence. Mais ce changement n'est jamais automatique. Il est déclenché par des signaux internes, une comparaison inconsciente entre ce qu'elle vit maintenant et ce qu'elle a vécu avec toi, une forme de contraste émotionnel. Et ce contraste peut jouer en ta faveur ou contre toi. Imagine deux scénarios. Dans le premier, ton absence laisse derrière elle une sensation de soulagement. Trop de tension, trop d'attente, trop de disponibilité de ta part. Dans le second, ton absence laisse une sensation d'inachevé, de potentiel non exploité, de connexion interrompue au mauvais moment. Dans les deux cas, tu n'es plus là. Mais l'impact n'est pas du tout le même. Le stoïcisme nous enseigne une chose fondamentale ici. La valeur ne se proclame pas, elle se révèle dans le temps. Et le temps, lui, ne ment jamais. Il clarifie, il amplifie ce qui est réel et efface ce qui ne l'est pas. C'est pour cela que certains hommes disparaissent et sont oubliés, tandis que d'autres disparaissent et deviennent impossibles à ignorer. Ce n'est pas la durée du silence qui compte, c'est la qualité de ce qui a été vécu avant lui. Et pourtant, il existe un piège silencieux dans lequel beaucoup tombent. Celui de croire que le retour de l'autre est une victoire personnelle, comme une preuve de valeur. Mais dans une perspective stoïcienne, ce retour n'est ni une validation ni une récompense. C'est simplement un événement parmi d'autres, qui ne doit pas perturber ton centre intérieur. Marc Aurèle écrivait que la tranquillité vient du fait de ne pas dépendre des actions des autres pour définir sa propre stabilité. Cela signifie que même si elle revient, même si elle ne revient pas, ta posture intérieure ne devrait pas vaciller. Mais alors, pourquoi revient-elle réellement? Qu'est-ce qui, dans l'ombre du silence, la pousse à reconsidérer ce qu'elle avait laissé derrière elle?
C'est ce que nous allons explorer plus profondément dans la suite, là où la psychologie inconsciente prend le dessus sur les décisions rationnelles et où le manque devient une force silencieuse capable de réécrire une perception entière. Et avant d'aller plus loin, retiens ceci. Ce que tu fais pendant le silence est bien plus important que le silence lui-même. Dans le silence, quelque chose d'étrange se produit. Ce qui semblait figé commence à bouger dans l'esprit de l'autre personne. Non pas dans la réalité visible, mais dans un espace beaucoup plus subtil, celui de l'interprétation. Et c'est précisément ici que la lecture machiavélienne des relations humaines devient intéressante. Non pas comme une méthode de manipulation, mais comme une observation froide de la nature humaine. Machiavel ne décrivait pas le monde tel qu'il devrait être, mais tel qu'il est lorsque les émotions, les perceptions et les rapports de pouvoir entrent en jeu. Dans cette logique, ce n'est pas la présence qui crée l'impact, mais la rareté. Ce n'est pas l'abondance qui suscite la réflexion, mais le manque. L'esprit humain accorde plus de valeur à ce qui devient incertain qu'à ce qui est constamment disponible. Non pas parce que c'est logique, mais parce que c'est profondément instinctif. Quand tu disparais du champ relationnel de quelqu'un, tu ne fais pas que t'éloigner physiquement. Tu cesses de nourrir un système d'habitudes émotionnelles. Et ce système, qu'on le veuille ou non, structure la perception que l'autre avait de toi. Au début, ton absence est interprétée de manière simple. Un peu de calme, un peu de liberté retrouvée, parfois même une forme de soulagement. Mais avec le temps, cette interprétation évolue, parce que l'esprit humain ne reste jamais longtemps dans le vide. Il commence à chercher des explications plus profondes. C'est ici que la mémoire émotionnelle prend le relais. Elle ne se contente plus de revivre les faits, elle les réinterprète. Les bons moments prennent plus de place, les tensions deviennent plus floues, et surtout, ce qui était acquis devient soudainement questionnable. Sénèque disait que nous souffrons souvent davantage dans notre imagination que dans la réalité elle-même. Et dans le cas du no-contact, c'est exactement ce qui se produit. L'autre personne commence à imaginer ce que ton absence signifie. Est-ce un détachement définitif? Une forme de maturité silencieuse? Un désintérêt réel ou une stratégie inconsciente? Et plus il y a d'incertitudes, plus l'esprit travaille. Parce que l'esprit humain déteste les conclusions incomplètes. Il préfère une vérité douloureuse à une absence de vérité. Mais tant que rien n'est confirmé, tout reste ouvert. C'est là que la perception de valeur entre en jeu. Non pas la valeur réelle, mais la valeur perçue. Et cette perception est extrêmement sensible au contraste. Si quelqu'un t'avait dans une dynamique de disponibilité constante, ton absence crée un choc. Pas immédiatement émotionnel, mais cognitif. Une rupture dans la logique habituelle. Et ce choc oblige le cerveau à recalibrer ton image. Dans une perspective stoïcienne, cela rappelle une vérité essentielle. Ce n'est pas la situation elle-même qui a du pouvoir, mais le jugement qu'on en tire. Et ce jugement est influencé par le manque, le temps, et surtout par ce que la personne découvre en ton absence. Parce que pendant que tu es silencieux, la vie continue de son côté. De nouvelles expériences apparaissent, de nouvelles interactions se forment, de nouvelles comparaisons émergent. Et c'est dans ces comparaisons que ton image se redéfinit. Parfois elle se dilue, parfois elle se renforce, mais rarement elle reste identique. Machiavel aurait dit que le pouvoir appartient à celui qui n'est pas entièrement prévisible. Et dans les relations humaines, la prévisibilité tue souvent l'attention. Ce n'est pas l'absence de sentiment qui détruit l'attraction, mais l'absence de mystère. Le no-contact, dans ce sens, ne crée pas automatiquement du désir. Il crée un espace d'incertitude. Et cet espace peut soit renforcer ton importance, soit la diminuer, selon ce que tu représentes déjà dans l'esprit de l'autre. C'est pour cela que deux personnes peuvent appliquer exactement le même silence et obtenir des résultats totalement opposés. L'une sera oubliée, l'autre sera reconsidérée, non pas à cause de la technique, mais à cause de la trace émotionnelle laissée avant le silence. Épictète insistait sur un point fondamental. Nous ne contrôlons pas l'image que les autres ont de nous, mais nous influençons cette image par nos actions répétées. Et dans une relation, ces actions ne sont pas seulement ce que tu fais, mais aussi la manière dont tu es présent. Une présence trop accessible peut, paradoxalement, diminuer la perception de valeur. Non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle devient normale. Et ce qui devient normal cesse progressivement d'être questionné. C'est là que le silence agit comme un révélateur. Il casse la normalité. Il introduit une rupture dans la continuité. Et cette rupture force une relecture.
Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Ce n'est pas seulement ton absence qui agit, c'est ce que ton absence empêche. Elle empêche les interactions habituelles. Elle empêche les réponses immédiates. Elle empêche la validation instantanée. Et dans ce manque de validation, un vide s'installe. Et ce vide, l'esprit humain essaie de le combler, parfois en idéalisant, parfois en minimisant, parfois en réévaluant de manière plus lucide. Mais dans tous les cas, quelque chose bouge. Marc Aurèle écrivait que tout ce qui arrive dans la vie peut devenir une opportunité d'apprentissage si l'on change la manière dont on le regarde. Et le no-contact est précisément cela pour l'autre personne. Une occasion forcée de réévaluer ce qu'elle pensait acquis. Mais attention, cette réévaluation n'est jamais garantie dans une direction positive. Elle dépend de ce que tu représentes réellement dans sa mémoire émotionnelle. Et c'est pour cela que certains retours sont profonds, tandis que d'autres sont simplement impulsifs. Un retour impulsif est souvent basé sur une émotion passagère, une nostalgie, un manque temporaire. Mais un retour profond est basé sur une transformation intérieure de la perception. Et ce type de retour ne vient pas de la solitude, mais de la réflexion. C'est ici que beaucoup se trompent encore. Ils pensent que le silence est une stratégie pour provoquer un retour. Mais dans une lecture stoïcienne, le silence est avant tout une discipline personnelle. Une manière de ne pas réagir sous l'impulsion, de ne pas chercher à contrôler ce qui échappe au contrôle. Et paradoxalement, c'est souvent lorsque tu cesses de chercher à influencer que ton impact devient le plus fort. Mais alors, si elle revient, qu'est-ce que cela signifie réellement? Est-ce un signe de regret, de manque, ou simplement une curiosité émotionnelle réactivée par le temps? C'est dans le dernier bloc que tout prend sens, là où l'illusion du contrôle s'effondre complètement et où la vraie leçon stoïcienne apparaît. À ce stade, il faut comprendre une chose que beaucoup refusent d'accepter. Le retour d'une personne après un silence n'a jamais une seule signification. Il est toujours le résultat d'un mélange d'émotions, de souvenirs, de comparaisons et de projections. Et vouloir le réduire à une seule vérité est une erreur de lecture sur la nature humaine. Dans une perspective stoïcienne, ce retour n'est ni une victoire ni une preuve. Il est simplement un événement extérieur, neutre en soi, que ton esprit est tenté de charger de sens. Marc Aurèle insistait sur ce point fondamental. Les choses ne nous affectent pas par elles-mêmes, mais par l'interprétation que nous en faisons. Et c'est exactement ici que la plupart des hommes perdent leur stabilité intérieure. Quand elle revient après le no-contact, ce n'est pas toujours parce qu'elle a réalisé quelque chose de profond. Parfois, c'est simplement parce que son esprit a été confronté à un vide inhabituel. Parfois, c'est une curiosité qui revient. Parfois, c'est une comparaison avec une réalité moins satisfaisante ailleurs. Et parfois, oui, c'est une prise de conscience plus mature. Mais tu ne peux pas contrôler ni deviner avec certitude laquelle de ces raisons est la vraie. Sénèque rappelait que l'être humain est facilement prisonnier de ses propres représentations mentales. Et dans les relations, ces représentations deviennent des récits. Elle ne revient pas seulement vers toi, elle revient vers une version reconstruite de toi dans son esprit. Une version qui a été filtrée par le temps, le manque et les émotions résiduelles. C'est pour cela que certains retours semblent intenses au début, mais s'effondrent rapidement. Parce qu'ils étaient basés sur une image mentale, pas sur une réalité solide. Et dès que la réalité reprend sa place, le contraste devient difficile à maintenir. Machiavel aurait observé cela avec une froide clarté. Ce qui n'est pas entretenu dans la présence finit toujours par être réinterprété dans l'absence. Le pouvoir du silence ne réside donc pas dans la manipulation, mais dans la manière dont il force une reconfiguration des perceptions. Mais voici le point le plus important, celui que peu comprennent vraiment. Si tu deviens dépendant de ce retour, tu perds immédiatement la position intérieure que le stoïcisme défend, parce que tu replaces ton équilibre émotionnel dans les mains de quelqu'un d'autre. Et dès que ton équilibre dépend d'une réaction extérieure, tu redeviens vulnérable. Épictète le disait sans détour. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. L'opinion des autres, leur retour, leurs décisions, tout cela ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est notre manière de vivre, de penser et de nous comporter pendant l'absence comme pendant le retour. Et c'est là que la vraie force se construit. Pas dans le fait qu'elle revienne, mais dans le fait que son retour ne change pas ton axe intérieur. Il y a une illusion très répandue dans la psychologie des relations. Croire que le retour de quelqu'un répare quelque chose. En réalité, il révèle simplement ce qui est déjà présent. S'il y avait du déséquilibre en toi, il réapparaît.
S'il y avait de la stabilité, elle continue. Le silence, dans ce sens, n'est pas un outil pour obtenir quelqu'un. C'est un miroir. Il renvoie à chacun sa propre maturité émotionnelle. Et si elle revient, la vraie question n'est pas pourquoi elle revient, mais qui es-tu devenu pendant ce temps-là? Parce que c'est là que tout se joue. Pas dans le retour, mais dans la transformation silencieuse que ce retour met en lumière. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout presque à la fin de la vidéo. On continue. À partir de là, il faut aussi accepter une vérité plus mature. Toutes les personnes qui reviennent ne doivent pas forcément rester. Le retour n'est pas une obligation de reprise, ni une dette émotionnelle. C'est simplement une possibilité de réévaluation, et rien de plus. Le stoïcisme enseigne quelque chose de très simple mais difficile à appliquer. Tu ne dois pas confondre l'accès à quelque chose avec sa valeur. Une personne peut revenir sans que cela change fondamentalement ce que tu es, ni ce que tu veux devenir. Et parfois, le plus grand signe de maîtrise intérieure n'est pas d'accepter le retour, mais de ne pas être perturbé par lui. Parce qu'au final, ce qui attire vraiment dans une dynamique humaine, ce n'est pas le silence en lui-même, ni le retour en lui-même. C'est la stabilité intérieure que tu incarnes à travers les deux. Un homme qui n'est pas déstabilisé par l'absence, ni bouleversé par le retour, devient naturellement difficile à lire, et donc difficile à ignorer. Non pas parce qu'il joue un rôle, mais parce qu'il n'est plus gouverné par les réactions immédiates. Et c'est là que se termine le vrai apprentissage du no-contact. Pas dans le contrôle de l'autre, mais dans la maîtrise de soi. Marc Aurèle écrivait que la véritable liberté est de ne pas être esclave des impressions extérieures. Et dans les relations, cela signifie une chose très claire. Tu peux vivre une absence, tu peux vivre un retour, mais tu ne dois dépendre d'aucun des deux pour être stable. Parce qu'au moment où tu es stable, quoi qu'il se passe autour de toi cesse de te définir. Et c'est peut-être ça, la leçon la plus profonde derrière tout cela.